Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Vous êtes nombreux, vous continuez à nous faire confiance, vous continuez à partager nos réflexions. Et ce qui est très bien avec ça, c'est ce que je reçois des appels parfois des hommes et des femmes qui se réunissent ensemble pour continuer notre réflexion de tous les jours. Les 30 minutes, les gens ont compris que finalement, il faut imposer un autre style. Vous voyez, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas obligés de faire comme tout le monde. Même le débat, même les questions d'actualité, vous n'êtes pas obligé de les traiter de la même façon que tout le monde. Vous pouvez vous-même vous faire une discipline et vous dites, malgré les courants de l'actualité, voici ma manière à moi de voir les choses et c'est de cette façon-là que moi je vais conduire mon débat. Et je le fais exactement comme ça. Alors aujourd'hui, je voudrais, si ça ne vous gêne pas, nous allons encore une fois comprendre, analyser le pouvoir. Je le fais depuis un certain temps, mais j'ai comme l'impression il faut le refaire, il faut le dire davantage pour que les futures générations, ceux qui viendront après nous, puissent ne serait-ce que comprendre la réalité des choses. Alors, je vais aujourd'hui utiliser un livre que certains ont lu ou peut-être pas. C'est le livre de Noah Chomsky. En fait, ce livre Chomsky, on l'appelle l'indispensable Chomsky, c'est comprendre le pouvoir. Il est là, c'est un gros livre, mais il est très important. En fait, c'est des analyses, c'est des ambitions, c'est des réflexions de Chomsky qui lui explique, selon lui, la façon de comprendre le pouvoir. Mais comme je le dis toujours, ce n'est pas toujours important, ce n'est pas toujours bien de lire un seul livre quand vous faites une réflexion. Il faut parfois associer des livres. Et je vous propose un autre ouvrage un peu important, mais celui-ci c'est Al Gore. C'est, comme vous connaissez d'ailleurs, le livre d'Al Gore, Le futur, 6 logiciels pour changer le monde. 6 logiciels pour changer le monde. Et on va faire un peu le mélange de tous ces deux livres pour comprendre un peu la pensée de chaque auteur. Et puis, pour terminer, on va certainement nous reposer sur un manuel que tout le monde connaît, un manuel qui fait finalement rêver plusieurs personnes. C'est un livre d'actualité, mais écrit dans le passé. Ça s'appelle Machiavel, le prince. On va le faire. Ici donc, j'ai avec moi au moins 3 ouvrages qui ne parlent que d'une même chose, le pouvoir. Parce que, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, le pouvoir se conçoit d'abord. Le pouvoir, ce n'est pas un truc du hasard. Le pouvoir se conçoit. Même lorsqu'il tombe sur vous par accident, rassurez-vous qu'il a été pensé, il a été conçu de cette façon-là. S'il y a dans des endroits où il n'y a aucune probabilité, vraiment pas beaucoup de probabilité de chance ou du hasard, c'est en tout cas dans la notion du pouvoir. Donc, quand on a compris ces choses, on a lu finalement ces ouvrages, et bien d'autres d'ailleurs. On va parler de Gustave Le Bon, on va parler de Léviathan. Comment ne pas parler de la séparation du pouvoir de Montesquieu? On pourra parler du contrat social de Rousseau. Donc bref, on peut faire tout ça, on peut le mettre ensemble. Et il y en a même aussi beaucoup d'auteurs congolais qui ont écrit aussi sur le pouvoir. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Le prof Kamana a parlé de la psychologie, de la gestion, dans sa manière de voir, dans sa manière de comprendre les choses. Le professeur Jacques Njoli a parlé de la constitution. Le professeur Essambo en a fait la même chose. Le professeur Mbata et bien d'autres, ils ont écrit essentiellement sur la question du pouvoir. Mais maintenant, comment comprendre le pouvoir? Comment on identifie le pouvoir? En Afrique, malheureusement, le pouvoir est bicéphale. Je vais expliquer pourquoi il est bicéphale, ou si vous voulez, il est bicaméral, mais je préfère parler de bicéphale. La première face du pouvoir,
se trouve entre les mains, malheureusement, des ignorants. Les ignorants sont qui ici? Les ignorants sont ce peuple africain à qui on a dit qu'ils étaient dans des républiques, mais ils n'ont pas déverrouillé ces secteurs de démocratie, malheureusement. Ils ne peuvent pas l'exercer puisqu'ils ont peur, puisqu'ils ont beaucoup de retenue, puisqu'ils sont un peu distraits dans plusieurs choses. Mais le peuple africain, c'est lui en réalité qui détient le vrai et le réel pouvoir. Mais le réel pouvoir du peuple africain se trouve dans une boîte. Et cette boîte, c'est la peur. Cette boîte, elle est couverte par l'ignorance. Du moment où le peuple ne connaît pas son réel pouvoir, il ne peut pas l'exercer. Parce que le pouvoir, c'est comme le droit. Il commence à être effectif quand vous le connaissez. Le droit se découvre quand vous le connaissez. Lorsque vous connaissez le pouvoir, il s'identifie à vous. Lorsque vous connaissez le droit, il s'identifie à vous. Un peu comme lorsque vous connaissez la vérité vous affranchit, ça vous rend libre. C'est automatique. Le processus n'attend pas, il est automatique. Donc, le deuxième maintenant pouvoir ou le deuxième palier du pouvoir se trouve entre les mains de ceux qui dirigent. Ceux qui dirigent l'Afrique dans toutes ses dimensions. Mais ceux qui dirigent l'Afrique ont été pour la plupart des cas préparés par l'Occident, préparés par les bureaux internationaux ou les offices internationaux. Ils ont réfléchi sur la question en disant, nous allons placer telle personne. Il y a peu de cas seulement, de cas où ça échappe. Il y a des moments où les Blancs les autres font leurs calculs, les Occidentaux, ils font leurs calculs pour dire que nous allons mettre telle personne en Afrique, telle personne au Congo, telle personne à tel endroit, telle personne à tel endroit. Mais il s'est fait, il arrive souvent que dans leurs calculs, qu'ils se trompent. Pas du schéma, mais des individus. C'est là où les gens ne comprennent pas. Votre candidat peut ne pas être le choix premier de l'Amérique ou de l'Angleterre ou de l'Occident, peu importe. Mais le schéma, il est le même, le modèle de gestion, il est choisi par eux. Donc, peu importe la personne qui viendra, tombera dans ces pièges-là. Parce que c'est un schéma. Et très souvent, ceux qui arrivent au pouvoir, pas parce qu'ils ont été choisis par l'Amérique, pas parce qu'ils ont été choisis par les grandes puissances, ils tombent dans le piège très rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la nécessité de changer d'abord le système pour qu'ils s'affranchissent. Parce que lorsqu'un chef d'État africain arrive au pouvoir et il suit les paradigmes laissés par ses prédécesseurs, il tombe dans le piège. Et les Occidentaux n'ont même pas besoin de faire beaucoup de travail, ils n'ont même pas besoin de faire beaucoup de temps. Ils savent où vous avoir. Parce que avec leur schéma, vous allez finalement avoir besoin d'eux. D'une manière ou d'une autre, vous allez revenir à eux. Parce qu'ils ont créé ce schéma, ils ont créé ce modèle, ils connaissent mieux le modèle que vous. Maintenant, si vous voulez véritablement vous sortir de cette situation, vous devez déjà mettre dans la tête que le paradigme que vous héritez n'est pas le vôtre. Ce n'est pas vous qui l'avez pensé, ce n'est pas vous qui l'avez imaginé, il a été imaginé ailleurs. Et comme il a été imaginé ailleurs, c'est à vous maintenant de décider de comment je veux faire. Et parfois, pour les paradigmes, on n'a pas besoin de tout changer. On a juste besoin de changer 2 ou 3 paramètres, ça embrouille toute la formule et vous devenez le propriétaire, le détenteur de cette affaire-là. Et cet exemple, la Chine a réussi à le faire. Cet exemple, Malaisie a réussi à le faire. Singapour a réussi à le faire. Le Botswana tente de réussir de le faire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire vous héritez d'un paradigme. Il est là, le paradigme. Il est là, le système politique, le système économique, le système démocratique. Bref, tous les systèmes sont là. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez maintenant? Vous changez 2, 3 paradigmes. Et généralement, là où ils ont réussi, ils ont touché l'économie. Et quand ils ont touché l'économie, ça a eu des répercussions sur les autres. Parce qu'en réalité, un pays se développe quand il change son modèle économique d'abord. La véritable indépendance, il faut l'avoir économiquement. Puisque c'est avec cet argent, puisque c'est avec ce modèle-là que vous allez influencer les autres modèles. On dit, faites-moi, c'est vrai qu'on dit, faites-moi des bonnes politiques, je vais faire des bonnes économies, mais il y a d'autres aspects, d'autres auteurs qui estiment que, au contraire, faites-nous des bonnes économies, vous aurez des bonnes politiques. Ça veut dire lorsque vous avez de moyens, lorsque vous avez de l'argent, lorsque vous avez assis un certain nombre de choses, la politique devient de plus en plus fluide. Elle commence finalement à vous obéir à certains niveaux. Malheureusement, nous, on ne l'a pas fait. Donc le paradigme de l'ancien temps continue à être la même chose. Le même système, la même façon de faire, la même architecture. Et ça pose souvent des problèmes. Or, le pouvoir de cette façon-là, vous n'allez pas vous en sortir. Lorsque vous lisez par exemple Noam,
Il vous explique que le pouvoir, bon, je le paraphrase, ce n'est pas un jeu. Le pouvoir, ce n'est pas une blague. Le pouvoir, c'est une vie. Le pouvoir est une science. Le pouvoir est un mystère. C'est un domaine que l'on ne peut pas, avec lequel on ne peut pas s'amuser. Nous devons être tous les jours de la vie le plus sobre que possible, le plus lucide que possible pour apprécier les changements, les variantes du pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est comme, je veux dire, maï. Ça a tendance à prendre toutes les formes possibles. Mais maintenant, lorsque vous n'êtes pas flexible pour comprendre la question de l'eau, il y a rupture, il y a érosion, il y a tout ce qui va avec. Mais maintenant, est-ce que les dirigeants africains comprennent cette question de pouvoir? Les présidents africains, une fois au pouvoir, ils tombent dans le piège de la nostalgie. La nostalgie familiale, la nostalgie des amis, la nostalgie du parti politique, la nostalgie de l'Occident. C'est ce groupe de nostalgie, pour la plupart des cas, ça dérange le fonctionnement des pays. Pour ne pas nous éparpiller, prenons des cas. Un président, quand il arrive, il a une famille biologique. Ça, c'est de 1. Il a eu des amis avec qui il a étudié. S'il est militaire, il a eu des amis, des armes, comme on dit, des amis d'armes, des frères d'armes, il les a rencontrés. S'il n'a pas été militaire, c'est-à-dire s'il a été civil, il a eu certainement des copains, des amis avec qui il a étudié. Bon, s'il était en exil, il a eu des amis avec qui il était en exil. S'il était toujours au pays, il a eu des amis avec qui il était toujours ici. Donc, vous allez comprendre tout de suite ces pesanteurs-là. La pesanteur de la famille, elle est beaucoup plus importante, surtout quand vos 2 parents sont vivants, quand vos oncles sont là, quand vos... Voyez-vous. Et puis, toujours dans la même logique de la famille, il y a le côté femme. Votre femme est là, il a des beaux-frères, il a des sœurs, il a des frères, il a des cousins. Elle aussi a des amis, et tout, et tout, et tout. Et vous qui êtes là maintenant, vous êtes finalement partagés. Vous avez votre famille biologique, vous avez la famille de votre femme, et puis vous avez les amis avec qui vous avez étudié, vous avez grandi, vous avez fait les études, vous êtes allé dans l'armée avec eux, vous avez eu des moments importants avec eux. Et puis il y a eu encore des partisans, des alliés politiques avec qui vous étiez dans l'opposition, si vous étiez dans l'opposition, ou si vous étiez dans la rébellion. Tout dépend. Si vous étiez dans la rébellion, vous avez certainement eu des amis militaires. Si vous étiez dans l'opposition, vous avez eu certainement des amis de l'opposition, avec qui vous avez cheminé, ainsi de suite. Ne vous en faites pas. Ça peut être un avantage, ça peut être un véritable désavantage. Vous allez arriver à un moment donné où vous êtes bloqué par tous ces gens-là. Et ce qui fait que les présidents africains, pour la plupart des cas, tombent dans ces pièges-là. Mais il faut une chose pour vous sortir de là, il faut le caractère et la personnalité. Si vous n'avez pas un caractère fort, si vous n'avez pas de la personnalité, il est possible que vous soyez englouti par les cris, par les lamentations, par toutes ces choses-là. Et c'est ça qu'on dit en français, ils vous tiennent par les sentiments. C'est des gens qui peuvent vous voir et vous rappeler comment vous étiez dans le temps. C'est des gens qui peuvent vous voir et peuvent même utiliser leurs femmes pour dire « Seigneur, pardon, Alia déjà fait panabiso, Alia déjà le panabiso. Ils peuvent vous rappeler des choses qui en réalité n'ont rien à voir avec le futur, avec votre futur. Parce qu'au-delà de tout, les hommes ont des destins. Et les présidents des républiques ont des destins beaucoup plus importants que les autres. Parce que leur destin prend en compte les destins de tout un peuple. Pas seulement un peuple vivant, mais un peuple à venir aussi. Un peuple qui va venir. Donc, quand vous êtes dans ces conditions-là, vous savez qu'on n'a pas le même destin, nous n'avons pas le même plaisir, on n'a pas les mêmes erreurs, nous ne pouvons pas avoir le même privilège. Et donc, à un moment donné, il faut donc du caractère et de la personnalité pour dire à un moment donné non. Parce que ce qui caractérise la force d'un leader, c'est aussi être en mesure de dire non. Mais non à qui? À sa propre famille biologique. Non à qui? À sa propre femme. Non à qui? À ses propres frères, à ses propres cousins, à ses propres amis, à ses propres alliés, à son propre pasteur. Être en mesure de dire non. Parce que si vous n'êtes pas en mesure de dire non, ça va être très compliqué. Mais ici, il faut dire comment vous allez dire non. Mais il faut avoir un élément. Voilà pourquoi nous avons, toujours dans la compréhension de certaines choses, on s'est dit, il est important pour un président de créer un couloir d'échappement. C'est quoi un couloir d'échappement à mon entendement? Le couloir d'échappement, ça veut dire un groupe de femmes et des hommes qui, ce groupe-là, n'a rien à voir avec toutes les pesanteurs possibles. Ça veut dire pesanteur familiale, et j'ai y compris, quand je dis pesanteur familiale, ça veut dire la femme, les parents, tout ça, l'influence
de la famille, l'influence des amis, l'influence des alliés, l'influence de l'environnement, l'influence religieuse, toutes ces choses-là, et l'influence occidentale. Quand vous avez finalement toutes ces influences-là, il vous faut un cercle que moi j'appelle le couloir d'échappement. Ce couloir d'échappement vous permet de faire quoi exactement? De vous échapper et d'aller voir ceux qui n'ont pas le même lien avec vous, ceux qui n'ont pas le même passé avec vous, mais ceux qui ont le même avenir avec vous. Et ça, c'est le président lui-même qui les cherche, ces gens-là. Ils sont partout en République démocratique du Congo. Ils sont dans la société civile, ils sont dans l'opposition, ils sont à l'étranger, ils sont partout. C'est des gens que lui-même, le président, se cherche. Et comme on dit, il ne peut pas connaître tout le monde, mais le président peut connaître, par exemple, je prends un exemple simple, il peut connaître un monsieur qu'on appelle, par exemple, Kabongo. Hein, c'est un nom comme ça. Monsieur Kabongo, par exemple, il est expert en nucléaire. Ce monsieur évolue, par exemple, en Ukraine. Hein, par exemple. Il évolue, par exemple, en Ukraine, mais c'est un Congolais qui évolue en Ukraine. Il est tellement pertinent, tellement puissant. Il y a un autre qui, par exemple, est aux États-Unis, dans le MIT. Il y en a un autre qui se trouve, par exemple, en Russie. Il y en a un autre, et il se trouve partout. Il y en a un autre qui se trouve, par exemple, à Lubumbashi. Il y en a un autre qui se trouve, par exemple, dans Congo-Brazza. Il y en a un, pardon, Congo-Brazza. Il y en a un autre qui se trouve dans Congo central, et ainsi de suite. Et que le chef de l'État peut identifier. Lui-même, dans ses connaissances, il peut les identifier. Il dit non, je pense ça, 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 ça. Vous discutez avec eux. Est-ce que vous pouvez venir au pays parce que j'ai ça, 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 ça? Oui, nous pouvons venir ou nous pouvons rester à distance. Très bien. Mais maintenant, à ce couloir d'échappement, on donne un pouvoir beaucoup plus important. Et ce pouvoir n'est pas un pouvoir qu'on pourra écraser par la pesanteur familiale ou par la pesanteur amicale. Parce que ça, ne vous en faites pas, c'est partout à travers le monde. Les cercles du président, la cour des rois, ils ont toujours bongo. Il y a sa famille, il y a ses frères, il y a ses anciens amis, tout ça. Et dans la cour du président, ou dans la cour du roi, ou dans la cour d'un chef, il est peu probable que la raison sorte de là. Parce qu'il y a un conflit, tout le monde aligne son frère, tout le monde aligne ses cousins, tout le monde aligne, et c'est des guerres d'empire, c'est des guerres de tribus, c'est les guerres des ethnies. Et les gens se regardent maintenant en termes de tribus, et c'est très dangereux pour un chef, parce que le temps qu'ils se battent, le temps qu'ils cherchent à s'auto-flageller, les bons projets échappent à la présidence, le bon projet échappe au président, les belles opportunités échappent au président. Parce que je vous donne un exemple. Il y a une question, par exemple, du nucléaire qui peut arriver. Mais parce que c'est Moulambo qui l'amène, et que Moulambo est un conseiller du président, et que Moulambo est l'ami du président, il appartient dans le cercle d'amis du président. Mais c'est lui qui amène le projet du nucléaire, qui peut, par exemple, avoir un impact très important au pays. Mais maintenant, voilà que celui qui gère le contact du président, lui fait partie du cercle de la famille du président. Alors ils vont se concerter pour dire, si nous laissons le nucléaire arriver, ce monsieur aura beaucoup plus de visibilité auprès du président, le président va lui accorder beaucoup plus de grâce, et ainsi de suite. Il faut maintenant aller détruire ça. Ceux qui appartiennent dans le cercle de la famille, ils vont dire au président, non monsieur le président, ne fais pas ça, parce que tu sais, les États-Unis ne sont pas d'accord avec ça. Les États-Unis ne sont pas d'accord avec cette question du nucléaire. Si vous faites ça, une année après, vous allez quitter le pouvoir. Et on peut, à un moment donné, traumatiser le président, le diaboliser, au point que c'est pareil. Le cercle d'amis peut venir avec un partenaire chinois qui pèse 47 milliards de dollars, qui veut investir au pays. Quand il arrive, le cercle d'amis, où l'on trouve le conseiller, par exemple, en termes d'agriculture, ou je ne sais pas, il va dire au chef de l'État, ce n'est pas un bon projet. Vous savez, le monsieur qui vient là, il a un antécédent en Chine. Ce n'est pas bon d'avoir des rapports. Il ne faut pas avoir la Chine derrière son dos en ce moment. Ce n'est pas bien. Donc, le projet, vous allez le ralentir un peu. On va parler de ça plus tard. On diabolise. Entre-temps, qui perdent? Nous perdons le nucléaire, nous perdons l'agriculture. Et ces gens vont passer tout leur temps à se rentrer dedans, à se rentrer dedans. Entre-temps, la première victime de leur guéguerre, c'est le chef de l'État, qui, lui, finalement, n'aura rien à présenter au peuple. Pourquoi? Parce que dans sa propre cour, il y a eu tellement de débats, tellement d'attaques, tellement de bitumba. Il y a même des gens qui veulent rencontrer le chef de l'État pour lui dire des choses, mais ils ne peuvent pas. Non pas parce qu'ils ne sont pas compétents, mais parce que la voie qu'ils ont suivie est une voie contraire à ceux qui font entrer les gens là-bas. Ou même ceux qui font entrer les gens là-bas, eux sont diaboliques. Donc bref, une histoire qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue. Mais nous connaissons tous la victime, c'est le chef de l'État. Et la première plus grande victime, c'est encore le peuple. Et le retard est accumulé. Or, lorsque vous avez un couloir d'échappement, il est beaucoup plus important parce que ce couloir d'échappement, lui, il fait le travail
de tamis. Et le couloir d'échappement là, non seulement il fait le travail de tamis, il comprend, il connaît les gens. Ils peuvent dire au président, oh, monsieur le président, cette personne n'est pas bonne pour toi, pour de telles raisons, telle raison, telle raison, telle raison, telle raison. Il faut plutôt mettre ça, il faut mettre ça, il faut mettre ça, il faut mettre ça. Et il faut donc avoir des couloirs comme ça qui permettent finalement de dissiper tout malentendu et de rester dans les objectifs et de rester dans la raison. Et ça, c'est très important. Il y a des conseillers que vous voyez à la présidence inefficaces. Mais ils ne sont pas pour toujours inefficaces par nature. Ils ont été rendus inefficaces parce que trop de diabos. Tous ceux qui ont rencontré, par exemple, le président de la République, ils vous disent, lorsque vous rencontrez Fachi, vous dit des choses, mais il vous écoute, hein, il vous dit non, mais c'est fabuleux, on va le faire, on va faire comme ça. Mais dès que vous tournez les dos, oh, les vieux démons entrent, ils détruisent tout ce que vous avez dit. Et vous avez l'impression de ne pas comprendre. Vous dites, oh, mais écoutez, qui n'a Fachi, non? N'expliquez ma cambonioso. Bah, posez tout à bien. Mais cette lenteur, que le chef de l'État ne sait pas agir rapidement, n'est pas forcément parce que les projets sont mauvais. Mais c'est aussi la qualité à Diabo. La Diabo est dans un degré, dans un degré. Et dans un Diabo, Moussou va bêtir au hôtel et Massoute Sili. Bah, Diabo, Moussou, ils allaient battre Moussou Badana, na président, tout le monde a bangono, mon akatamolo, na veste, ainsi de suite. Mais au but, il aura ça à Boutou. Au bout de l'heure, ça 4 heures. Peut-être à lire Kabilo Koumoussou dans Balabala, on ne sait pas. Peut-être na Boutou Bakoum Kabilo Koumoussou, on ne sait pas. Baboussou Bana Mamatiti na Mbebou. C'est-à-dire qu'on a niatu et l'oko, donc kota mbalamoko. Et vous ne comprenez pas. Oh, mais le chef de l'État qui na Moutou, bah solo lui n'a pas bien. Et puis quand les blancs partent là-bas, les gens qui viennent voir le président, ils rentrent. À un moment donné, eux-mêmes ne comprennent plus. Ils disent mais oh, mais on a parlé avec lui. Il nous a donné ses garanties. Oui, il vous a donné les garanties. Le problème, c'est que ceux qui sont venus après vous, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bloqué. Et parfois, bloqué. Et c'est ce qui dérange pour la plupart des cas. Et donc, ici, pour sortir de cela, il faut un couloir, un véritable couloir de récupération, si vous voulez. D'échappement, je veux dire. Un vrai couloir d'échappement. Un véritable contrepoids. Et ça ne il y a impérativement avec des idées, un caractère. Et donc le pouvoir, on ne badine pas avec le pouvoir, on ne joue pas avec le pouvoir. Tout celui qui accuse les gens n'a pas cours à président, parce que La Fontaine avait si bien dit, le flatteur, tout flatteur, vit aux dépens de celui qui l'écoute. Or, les véritables flatteurs sont qui? Les flatteurs sont ceux qui viennent à côté de vous pour vous dire, monsieur le président, ne craignez rien, il n'y a rien, de toute façon, il n'y a rien, on a maîtrisé la situation, il n'y a rien, il ne faut même pas suivre ça. Ça, ce sont les flatteurs. Et puis après, ils vous disent, vous êtes danger, bon, les lots forts, ça, c'est un flatteur. Le flatteur vous évite la contradiction. Le flatteur vous évite tout ce qui peut vous contrarier. Le flatteur veut que vous puissiez vivre dans un monde où il n'y a pas de contradiction. Ça, c'est le flatteur. Il veut que vous puissiez vivre dans un monde où il n'y a pas de contradiction, où il n'y a pas de controverse, où tout est clair, tout est bien, tout est propre. Mais c'est de l'apparence, tout simplement. En réalité, il vous fait éviter le vrai problème. Il vous faut éviter la véritable gloire. Parce que comment vous voulez vaincre sans péril? Comment voulez-vous vaincre sans se battre? Comme on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et il est important pour chacun de nous de comprendre la notion finalement du pouvoir. Donc il est très important, on l'avait dit déjà depuis beaucoup d'années, que le chef de l'État devrait avoir une petite commission qui pourrait travailler pour lui. Pour assainir son milieu. Parce que pour que le chef... Mais c'est pas trop tard, vous savez, c'est pas trop tard. L'ANER peut jouer ses rôles. L'ANER peut jouer effectivement ce rôle. Du moment où nous sommes en train de nous attaquer contre tous ceux qui veulent faire le coup d'État, de la même façon, nous devons nous attaquer contre tous ceux qui ralentissent l'appareil de l'État. Et ils sont, nombreux. Mais quand on parle du pouvoir, je voudrais qu'on revienne maintenant dans l'élémentaire. Mesdames et messieurs, le pouvoir, quand on doit le concevoir, il faut parler de 3 temps. Le premier temps, c'est le temps de la construction d'un pays. Le deuxième temps, c'est le temps de l'évolution d'un pays. Et le troisième temps, c'est le temps du maintien de tous les acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez le pouvoir,
Vous avez ces trois moments. Vous avez le moment de construire votre pouvoir d'abord. Vous avez le moment de faire évoluer votre pouvoir. Et vous avez le moment de le maintenir maintenant. Vous ne pouvez maintenir que ce qui a été construit. Et ce qui a été construit doit l'être par vous. Parce que si vous n'arrivez pas à construire votre pouvoir et que vous l'avez hérité, c'est bien. Mais quand vous avez hérité un pouvoir et que vous n'y mettez pas votre touche à vous, ce pouvoir ne vous appartient pas. On peut vous le ravir à tout moment. Parce que le pouvoir, c'est comme un chien. S'il a été dressé par quelqu'un d'autre et on vous le donne, il n'est pas votre chien. Le jour où son maître viendra, il appellera par son nom. Et puis voilà, c'est fini pour vous, vous l'aurez perdu. Mais quand vous avez un chien, pour nous qui élevons des chiens, quand vous avez un chien, même s'il a été sociabilisé, qu'est-ce que vous faites avec lui? Vous le changez d'abord de nom. Vous l'appelez autrement. Vous l'avez appelé Max, moi je l'appellerai Dick. Et quand je l'appelle Duc ou Dick, tout ce que vous voulez, il a mon sens maintenant. Il a en lui mon nom. Donc le jour où toi tu viendras l'appeler Max, il est possible qu'il ne te regarde pas. Il va me regarder moi parce qu'il a mon nom à moi. Et je peux changer quelques fondamentaux dans ce que lui, vous lui avez appris. Si vous avez appris de dire assis une fois, moi je lui dirai 2 fois. Et vous, quand vous allez dire assis, il va vous désobéir. Parce qu'il faut 2 fois pour qu'il se mette. Et moi, quand je dirai 2 fois, il se mettra. Donc, c'est à vous de savoir. Quand vous avez le pouvoir, vous devez le changer. Vous ne devez pas garder le pouvoir comme vous l'avez eu. Vous devez le changer. Et c'est pourquoi on dit le construire. Il en est de même pour un pays. Hein. Le pouvoir, on le construit. Et on le construit avec des hommes. Mais généralement, c'est des nouveaux hommes. Comme on dit, le homo nouveau, je pense, si je ne me trompe pas. Les hommes nouveaux. Les nouvelles personnes. Qui ont de l'ambition. Mais aussi qui ont de l'énergie. Qui ont de la loyauté. Qui ont de la compétence aussi. C'est possible. Ce n'est pas parce que la compétence n'est pas contraire ou contradictoire à la loyauté. La loyauté, c'est quoi de toutes les façons? La loyauté provient de l'intégrité. Les hommes intègres sont d'office loyaux. Les hommes intègres sont d'office loyaux. Mais attention, l'imbécilité produit aussi une loyauté. Mais la loyauté produite par l'imbécilité, c'est l'esclavage. Ce n'est pas de la loyauté pure. C'est la loyauté pervertie. Parce que quand quelqu'un est bête et idiot, et que vous avez fait de lui un chef, il devient loyal vis-à-vis de vous. Mais ce n'est pas un homme loyal, c'est un fou tout simplement. Il est esclave. Parce qu'il sait que ce n'est plus un homme. Mais lorsque vous avez un homme intègre, d'abord à la base intègre, il est d'office loyal. Loyal pas par rapport à vous, l'homme, mais loyal par rapport à la mission qu'il a pour vous. Et loyal par rapport à ses propres valeurs. Quand quelqu'un a dit « je soutiendrai Fachi », quand quelqu'un a dit dans sa bouche « je soutiendrai Fachi », ça veut dire que au-delà de tout, il n'est pas loyal vis-à-vis de l'homme Fachi. Il est loyal vis-à-vis de l'engagement qu'il a pris. Et c'est la dimension de la loyauté la plus importante. Mais malheureusement, quand on parle de loyauté, on pense aux hommes qui disent « je témoigne ma loyauté, je renouvelle ma loyauté ». Ce n'est pas ça, la loyauté. Ça, c'est... Je ne veux pas utiliser des termes forts, mais c'est l'esclavage. Ça, c'est vraiment de... C'est l'élément le plus primaire, le plus primitif. La loyauté, la vraie, elle est produite par l'intégrité. Elle est produite par le beau motto. Elle est produite par la bomotologie. Elle est produite par le sens de l'homme. Le fait de dire, je m'engage à soutenir quelque chose. Je m'engage à soutenir une vision. Ça, comme je donnais ma parole. Vous savez, l'homme n'a pas une queue pour la retenir ou pour le retenir avec cette queue. L'homme a sa parole. Une fois qu'il a donné sa parole, c'est fini. Malheureusement, on est dans une société où la parole n'a pas de valeur. Où l'encre d'un stylo est plus important qu'une parole. Ailleurs, la parole vaut loi, la parole vaut la vie. Et donc, quand on comprend ces choses, c'est fini, on est dans une autre dimension. Et donc, il faut construire son pouvoir avec des hommes loyaux, intègres et compétents. Et il faut maintenant le laisser évoluer. Le laisser évoluer, ça veut dire laisser le pouvoir que vous mettez en place, donnez-lui un peu de temps.
Donnez-lui un peu de temps pour qu'il s'enracine aussi. Et quand on a mis des hommes loyaux, on leur laisse faire le travail. Et vous le regardez. Vous regardez. Parce que quand vous faites, par exemple, vous dites, je veux de Bossembe, ou je veux de telle personne, ou je veux de quiconque pour tel travail. Vous devez avoir un contrat de performance avec lui. Vous dites, écoutez, vous commis le pouvoir, vous avez pêché 6 mois. Dans la première touche. Et attendez, dans 6 mois, vous allez voir. Si au bout de 6 mois, il n'y a pas de signaux, dites à ce monsieur merci beaucoup. Dites à ce monsieur merci, c'est bon, on va prendre quelqu'un d'autre. Et si on le fait comme ça, tout le monde va vouloir taper le bien pour le bien. Et ça va marcher. Et donc, et puis l'évolution, maintenant le maintien. Ah, c'est là où le problème est là toujours. On maintient un pouvoir avec le cerveau, pas avec le muscle. Et les gens font beaucoup d'erreurs en pensant qu'on maintient le pouvoir par l'argent. On maintient le pouvoir par la force, par la terreur. Non. Le pouvoir, on le maintient par le cerveau, par la culture des cerveaux, par le dénichement des cerveaux, par la recherche des cerveaux et par la consolidation et la considération des cerveaux. Est-ce que vous avez des cerveaux avec vous? Est-ce que les gens qui vous entourent ont-ils des cerveaux? Pas des cerveaux pour identifier où se trouve l'argent pour s'enrichir, mais des cerveaux pour identifier les réponses aux questions, les solutions aux problèmes. Une fois que vous avez ces choses, votre pouvoir reste fort. Voilà un peu ce que je voulais dire à chacun d'entre nous. Je vous donne le temps de lire ce bouquin, il est important. Lisez-le. Et lisez Al Gore. Tout ce que je vous dis, c'est là en tout cas. Et je crois que dans la deuxième partie, ou peut-être demain, on reviendra pour parler maintenant de comprendre la gestion d'un pays, où l'on parlera de la même chose. Parce que le même principe, c'est le même principe. La construction d'un pays, où on va parler de la nation, on va parler de l'État, l'évolution d'un pays, on va parler de l'actualité, et maintenir votre développement, on en parlera aussi. Et demain, on pourra parler du logiciel de changement. On va se référer à ce livre. C'est quoi les véritables logiciels du changement? On en parlera. Donc, ça va être quelle est notre approche sur des grandes questions? Quelle est notre approche sur des questions d'actualité, sur le climat, sur l'éducation, sur l'écologie, sur le numérique? Quelle est notre approche du pouvoir sur la gouvernance? Quelle est notre approche? Donc, on parlera de ça demain dans la première partie. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, Zizo Binois, Daimana, Shido Tweneleye, Nakinya Panapiko, Namosala, Totongambo, Kakuleka Kitoko, Nakinya Panakungo, Toyembali, Loyembolonde Yalisanga.